La crypto-anarchie permettra de faire circuler librement les secrets nationaux et de vendre des matériaux illicites ou volés. Un marché informatique anonyme rendra même possible de répugnants marchés d'assassinat et d'extorsion. Divers éléments étrangers et criminels seront des usagers actifs du cryptonet, mais cela n'arrêtera pas la diffusion de la crypto-anarchie. Tout comme la technologie de l'imprimerie a altéré et réduit le pouvoir des corporations médiévales et la structure sociale du pouvoir, les méthodes cryptologiques altèrent fondamentalement la nature de l'interférence du gouvernement et des grandes sociétés dans les transactions économiques. Voici quelques lignes du manifeste de crypto-anarchie écrit par Timothy C. May en 1988. Maintenant, avançons jusqu'en 2008, le 15 septembre exactement, de cette même année. Lehman Brothers, alors quatrième banque d'investissement des États-Unis, se déclare en faillite. Les marchés s'effondrent, le monde subit la plus grosse crise économique depuis 1929. Essentially down by 4 or 5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Au même moment, un certain Satoshi Nakamoto publie le livre blanc de la plus célèbre des crypto-monnaies, le Bitcoin, et disparaît dans la nature du jour au lendemain. Direction juillet 2010. En plein été, 750 000 documents classés confidentiels par les États-Unis sont diffusés sur la plateforme Wikileaks. C'est ainsi que le sulfureux Julian Assange s'attire les foudres du gouvernement américain. À l'issue de cet affront, il risque théoriquement jusqu'à 175 ans de prison. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il lutte pour sa sécurité et pour sa liberté. Une enquête réalisée en 2017 par 3 journalistes de Yahoo révèle même qu'il aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat perpétrée par la CIA. Les 3 récits que je viens de vous raconter sont reliés par une seule et même philosophie, la crypto-anarchie. Eric Hughes, Timothy May, Satoshi Nakamoto, Julian Assange, Edward Snowden, qui que vous soyez, au moins un de ces noms vous est familier. Le mouvement cypherpunk est né dans les années 80, essentiellement composé de codeurs. Ce groupe, issu de la Silicon Valley, s'est rapidement emparé des technologies de cryptographie développées par l'armée américaine dans un besoin militaire pour les détourner et les mettre à disposition de la société civile, avec un but: protéger la liberté d'expression et la vie privée dans un écosystème numérique naissant qu'on appellera plus tard Internet. Le mouvement cypherpunk a très vite compris l'intérêt pour les sociétés et les gouvernements de contrôler l'information qui circulait sur les réseaux. Et avec des scandales comme celui de Cambridge Analytica ou des lois liberticides dans pas mal de pays du monde qui permettent d'espionner tout simplement la totalité des concitoyens, on se dit quand même qu'ils avaient visé assez juste. La doctrine du mouvement cypherpunk, c'est de prendre à contre-pied l'argument qui dit que si on n'a rien à cacher, on n'a rien à craindre. Et de le retourner en disant « Pourquoi est-ce que je devrais donner toutes mes informations privées à n'importe qui ?» N'importe qui, on entend par là bien évidemment le gouvernement et les entreprises. Et ça va s'expliquer par la suite. Pour les cypherpunks, la définition de la vie privée, c'est de se dévoiler au monde quand on le décide. Ça s'explique notamment à travers les fondements de la crypto-anarchie, qui jugent non nécessaires les activités de régulation des gouvernements et des États d'une manière générale. Les cypherpunks se positionnent comme des résistants à la culture de la sécurité. Leur objectif premier, c'est de défendre l'anonymat sur les réseaux. Vous vous souvenez de Emule, LimeWire, Pirate Bay, Megaupload, et j'en passe parce qu'il y en avait certainement d'autres. Typiquement, ces plateformes-là, c'est du travail de cypherpunk. L'usage a évidemment été détourné dès le début dans le but de télécharger de la musique piratée, de télécharger des films piratés, mais le but premier, c'était vraiment le transfert d'informations en peer-to-peer, donc de pair à pair. C'est un peu comme si on vous remettait une clé USB avec des données à l'intérieur de la main à la main. D'ailleurs, de nombreux outils ont vu le jour, des logiciels de peer-to-peer, certaines messageries instantanées, la blockchain, les écosystèmes décentralisés. Tous ces outils sont mis entre nos mains désormais pour nous permettre de reprendre un peu le contrôle de notre vie privée et de nos données. Aujourd'hui, à l'heure de l'Internet des objets et du fameux Web3, peu d'entre nous ont encore une vie privée à proprement parler. La quasi-totalité des personnes en France peuvent voir tracer leur journée de A à Z, via leur smartphone, via leurs ordinateurs, via les montres connectées, les caméras de surveillance personnelles et aussi celles des villes. Tous ces objets qui, au départ, nous ont été présentés comme des innovations permettant plus de sécurité, plus de communication, ne sont finalement que les nœuds d'une même toile dans laquelle nous sommes tous piégés. Les moyens évoluent, mais l'histoire se répète.
On nous endort, le monde va bien. L'argent magique coule à flot, les matières premières et les marchés sont au plus haut. L'inflation s'envole, des économies nationales s'effondrent un peu partout dans le monde. Les tensions géopolitiques sont exacerbées par des dirigeants avides de pouvoir. Les replis nationalistes et sécuritaires sont légion. Le monde brûle. Combien de fois répéterons-nous les mêmes erreurs avant de changer le système? Le mieux n'est-il pas encore de se déconnecter?